Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo pour ce numéro de rubrique, à savoir la rubrique des infos en bref et le débat ou le décryptage que je recevrai mes confrères de rédaction diverses. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin ont effectué ce jeudi 9 février 2017 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération une rencontre avec les 4 ministres du gouvernement, à savoir Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, Hervé Héromen, ministre des infrastructures et des transports, et Jean-Claude Roussou, ministre de l'énergie et des mines. Il était question de présenter à la représentation diplomatique les grandes lignes du programme d'action du gouvernement intitulé Le Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Les ministres ont présenté les projets phares de leur secteur en mettant l'accent sur les financements en cours, ceux déjà bouclés, mais aussi et surtout les projets en quête de financement. Le gouvernement de la République du Bénin décide d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. Ainsi, lors du conclave gouvernemental hebdomadaire en date du mercredi 8 février 2017, un décret a été pris sur les conditions de mise en place et d'utilisation de systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin. L'utilisation des caméras de surveillance apparaît nécessaire pour certains lieux et places publiques et aussi certains édifices ou domaines privés susceptibles d'être cambriolés, vandalisés ou profanés. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de bannir les actes de grand banditisme dans les villes du Bénin. Toujours au Conseil des ministres dernier, le phénomène de l'érosion côtière sur les 125 km de côte maritime du Bénin, dont dispose le pays entre autres, préoccupe le gouvernement. Ainsi, lors du conclave gouvernemental hebdomadaire de ce mercredi 8 février 2017, il est décidé de réaliser des travaux de protection côtière et d'aménagement balnéaire sur les segments prioritaires de la côte maritime du Bénin. Une décision de l'État béninois qui résulte du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 et dont les simulations dans les travaux à Ouida s'élèvent à environ 160 milliards de francs CFA. Le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption FONAC est monté au créneau mardi 7 février dernier pour dénoncer une gestion scabreuse des ressources de l'État à la Société nationale de téléphonie mobile, Libercom SA. Outre cela, le FONAC affirme que le directeur général de Libercom SA et sa directrice des ressources humaines seraient en fonction avec des diplômes inéligibles. Le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, a saisi l'occasion face à la presse nationale et internationale pour se prononcer également sur les nominations des membres de la société civile à l'autorité nationale de lutte contre la corruption et à l'autorité de régulation des marchés publics. Il urge de vous informer qu'à l'issue du dernier Conseil des ministres, le Conseil ou le conclave gouvernemental a relevé de ses fonctions le directeur général de la société de téléphonie mobile Libercom SA, M. Djimon Idrissou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce qui est de la rubrique des infos. À présent, je vous invite à suivre le décryptage. Info Hebdo se poursuit et je reçois pour vous pour ce numéro Aurélien Aïssou. Aurélien Aïssou, bonsoir. Bonsoir, Kader. Vous êtes le directeur de publication du journal Carte sur table. Tout à fait. Ok, à ma droite, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Claude Kouagou. Jean-Claude Kouagou, bonsoir. Bonsoir, Kader Achiro. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. C'est exact. Alors, j'ai bien envie de rester avec vous, monsieur Jean-Claude Kouagou, et de vous demander l'opération de libération des espaces publics. Comment percevez-vous le déroulement de cette opération? Non, le déroulement se fait, disons, sans anicroche, même si la population ont quelques grincements de dents et ne sont pas toujours d'accord avec ce qui se fait, mais elles exécutent cependant la décision gouvernementale, que ce soit à Cotonou ou dans les autres grandes villes du pays, à savoir Parakou, Porto Novo en l'occurrence. Donc, l'opération de déguerpissement se fait tel que l'a souhaité et l'a voulu l'exécutif. Seulement, ce qu'il faut souligner, oui, c'est que il y a un conflit entre les municipalités et l'exécutif. Tout simplement parce que les espaces publics ont été accordés par les municipalités à travers les communes, à travers les mairies, oui, les mairies, et qui sont des entités, disons, au niveau infra du pouvoir central. Puisque au regard
de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant réforme de l'administration territoriale et de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, les communes qui sont des collectivités territoriales sont, disons, le prolongement de l'État central. C'est vrai qu'elles sont dotées de personnalité juridique et d'autonomie financière, mais il reste que ces collectivités sont le prolongement du pouvoir central. De fait, il va sans dire que l'occupation des espaces publics par de tierces personnes est accordée par une partie du pouvoir exécutif. Oui, donc, mais c'est à partir de ce moment-là. C'est quoi le conflit que vous remarquez précisément dans le département littoral? Oui, le conflit, c'est quoi? Le conflit, c'est que je suppose que c'est moi qui suis en situation. J'ai demandé à la mairie de m'accorder un espace pour ouvrir une boutique. La mairie me l'a accordé avec tous les avantages pour exploitation de l'espace. La mairie, au regard de ce que j'ai cité précédemment comme texte de loi, est le prolongement de l'État central. Parce qu'il n'y a pas un État dans un État. Oui. Parce que nous sommes dans un État unitaire. Oui. Donc, la mairie qui m'a accordé l'autorisation d'occuper... Mais où et quand le conflit naît? Je viens. La mairie qui m'a accordé l'autorisation d'occuper l'espace est, de mon point de vue, une partie de l'État central. Tout à fait. D'accord? Et l'État central, qui est aussi une partie, parce que l'exécutif est une partie de l'État central, l'exécutif dit aujourd'hui, nous voulons libérer les espaces publics. Il se fait que je paye des taxes. Il se fait que j'ai un contrat avec la mairie de Cotonou. À partir de ce moment, je suis lésé en tant que citoyen ayant contracté, ayant eu un contrat avec la municipalité de Cotonou. À partir de ce moment, je dis, il y a un conflit qui est là, mais qui ne s'exprime pas. Peut-être que des gens prennent des dispositions pour saisir les juridictions afin que tout se déroule dans l'ordre et la discipline parce que nous sommes dans un état de droit. Sinon, les populations auraient pu se mettre en effervescence, ce qui n'est pas bien pour l'état de droit dans lequel nous évoluons. Alors, Aurélien Aïssou, j'ai bien envie de vous demander, alors M. Jean-Claude Kouabou évoquait tout à l'heure la présence ou l'existence d'un conflit entre les municipalités et les préfectures. Alors, le cas de Cotonou, ça vous inspire quoi? Bon, merci. En fait, moi, je dirais que au niveau de la ville de Cotonou, est-ce qu'il y a vraiment une attente entre, en tout cas, une symbiose entre la mairie et la préfecture? Parce qu'au moment où, je me demande si au moment où on demandait aux populations de se préparer pour libérer les espaces, est-ce que ces deux institutions se sont entendues pour définir la manière dont les cas se feraient? Parce qu'on constate que les populations sont prêtes, mais les deux institutions ne s'accordaient pas les violons tout à fait. Parce qu'ils revenaient à la mairie de dire à tel endroit, oui, il y a tel problème. Rappelons que c'est au cours de ce régime qu'on a eu à la préfecture du littoral, qui n'est qu'une seule ville, une seule commune. Et on constate que, par exemple, ces derniers jours, des populations ont dénoncé, je prends le quartier de Rêve, qu'il y a deux poids, deux mesures, que tout le monde n'a pas été rasé, tout comme les autres. Et de deux, ils sentent que c'est des propriétés d'expatriés. Oui. Donc, c'est ça qui, selon moi, qui peut faire objet de révolte, parce que les autres qui sont des autochtones. Mais qu'est-ce qui serait la vraie source, la véritable source de ce conflit d'intérêts? Ouais, il faudrait que les deux institutions s'accordent les violons. Et qu'ensemble, parce qu'on a constaté dans les autres départements, il n'y a pas eu trop de chuchotement dans les autres départements. C'est ici, à Cotonou, qu'on constate que vraiment tout ne se passe pas. Ou bien, on pense que la mairie estime qu'à tel endroit, on ne devait pas produire de la sorte. Bien, il faut aller pas à pas. Et de l'autre côté, il y a un peu de force. Néanmoins, bon, moi, j'ai déduit quelque chose. Je me suis dit que, bon, vous voyez, c'est le préfet de Cotonou serait le plus démuni en termes d'espace. Parce que si ce lève n'a pas d'autres villes,
il se voit qu'il est seul à Cotonou, donc il peut se dire qu'il a plus de vérité à mieux faire. Vous allez voir, dès qu'il casse, il ramasse. Contrairement à d'autres villes, moi j'ai suivi d'autres villes, même où j'étais, et dans le monde, tout ça, je vois qu'on cassait, mais on n'a pas ramassé. Mais au fur et à mesure qu'à Cotonou, quand on cassait, on ramassait, on nettoyait, tout est propre. Donc on se voit que comme il n'a pas aussi assez d'espace, il se préoccupe mieux de la propreté de sa zone. Néanmoins, ce qu'on veut, il ne faudrait pas qu'il y ait conflit entre ces deux institutions et que les tests, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Jean-Claude, soient respectés et que ce ne soient pas les populations qui en pâtissent, c'est ce que moi je déplore. Ok, Jean-Claude Kouagou. Alors, conflit entre la préfecture et comment on appelle, la mairie. Alors, selon vous, est-ce que la préfecture et la mairie peuvent avoir de conflits? Il peut y avoir vraiment de conflits? Parce que tout à l'heure, vous étiez en train d'énumérer des tests de la décentralisation. Alors, est-ce que ce conflit doit naître normalement, en principe? Les intérêts ne sont pas les mêmes. On regarde toujours des textes de loi sur la décentralisation, c'est que le préfet assure la tutelle des communes. Cela fait un. Deuxièmement, c'est que le préfet représente le gouvernement, aussi bien les ministres pris individuellement que l'ensemble de l'exécutif. À partir de ce moment, pour le cas de Cotonou, le préfet, Modeste Boula, estime qu'il est préférable pour lui de recevoir des instructions directement de la part de l'exécutif, soit par le Conseil des ministres, soit par un ministre, n'est-ce pas, et de traduire les instructions en actes. À partir de ce moment-là, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et le préfet, il faut bien le souligner, est un personnage nommé qui représente l'État central. La mairie est représentée par un maire. Un maire d'abord élu à la base par les populations en tant que conseiller et ensuite élu par ses pairs conseillers pour devenir maire. Et il tient sa légitimité d'une part de la population qu'il a élue et d'autre part des membres du conseil municipal. Mais dans le cas à partir de ce moment, comme je le disais, du point de vue de la légitimité, ils n'ont pas les mêmes, comment dit-on, l'émanation de la légitimité n'est pas la même. Ça fait un. Deuxièmement, l'élu qu'est le maire, lui, il est obligé d'avoir, disons, un sentiment, un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ses électeurs. À partir de ce moment-là, il ne peut pas agir de la même manière que le préfet qui assure sa tutelle à lui, qui assure sa tutelle de sorte que il, comment dit-on, la légalité, il contrôle la légalité des actes pris par la mairie, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus avoir les mêmes intérêts. C'est pourquoi je disais que il y a le conflit qui est là. Et le conflit est tel que la municipalité qui a donné des contrats à des tierces personnes pour occuper les espaces publics ne se voit pas. Et nous l'avons constaté, la mairie n'était pas en phase avec l'autorité préfectorale. Mais dans les autres départements, on a vu les maires aux côtés des préfets. Oui. Et même, ce qui est bizarre, le maire Léa Dissoglo disait dans une interview récemment que normalement cette opération de déguerpissement revenait de l'essor des maires. Oui, il faut remonter peut-être à l'historique du processus de déguerpissement de la population ou bien de libération des espaces publics. L'historique remonte à quand? À partir du, je crois, mercredi 15 juin 2016, où le Conseil des ministres a décidé que les espaces publics soient libérés. Lorsque nous prenons le cas de Cotonou, il faut reconnaître que la libération de l'espace public a favorisé, disons, un climat de sécurité. Oui. Il y a des bleds qui ont été détruits, des gîtes d'insécurité qui ont été défaits. Avant de vous arracher la parole, j'ai quand même envie de rebondir sur le panel de Aurélien qui disait qu'on sent un caractère sélectif des zones déguerpies. Oui. Puisqu'il paraît que la Révive Je suis entièrement d'accord avec Aurélien, dans la mesure où, lorsque nous sillonnons dans la ville de Cotonou, il y a, disons, des réalisations qui ont été marquées pour être déguerpies, pour se conformer aux dispositions qui ont été retenues par le Conseil des ministres du 15 juin 2016. Mais il se fait que
à l'heure d'aujourd'hui, au lieu de les faire déguerpir, on est passé à d'autres quartiers dans la ville de Cotonou. C'est sûr que si on pose la question au préfet, il dira qu'il s'agit d'un planning et qu'il reviendra à un autre moment pour faire conformer ceux de Rêve-Vive, qui est un quartier, disons, UP. Non, mais je veux revenir sur l'aspect politique par rapport à ce conflit entre Griffon qu'il y a entre la préfecture et la mairie, c'est-à-dire entre le maire Liadi et vous savez que le maire Liadi Soglo, nous sommes en politique, Liadi Soglo, on sait quel candidat il a soutenu. Osons le dire. Et encore que toutefois, on peut parler de toutes les manières pour le provoquer. Que dès qu'il aurait réagi de façon qui n'aurait pas plu, on peut chercher à le révoquer de son côté. Donc tout ça là, lui-même, attendez, vous vous rappelez que des crières publics ont fait conférence de presse pour dire que le préfet les aurait réunis pour leur demander d'aller crier. Mais après, l'autre a dit qu'il n'a jamais dit ça. Donc on constate, vous allez voir que au lendemain de l'avènement du président Talon, qu'il y a eu la révocation de plusieurs maires. Donc, est-ce qu'on est dans une chose encore que il avait eu un pacte. Si nous devons être stricts vis-à-vis qu'il avait eu un pacte, il n'y a pas encore une révocation. Je voudrais que vous puissiez, je voudrais que vous puissiez mentionner qu'il n'y a pas encore eu de révocation. S'il vous plaît, il avait eu un pacte. Il avait eu un pacte par rapport pour que Liadi Soglo soit aujourd'hui maire. Il avait eu un pacte, je peux dire, peut-être d'insertion entre la RB et la FCBE. Et que ce n'était plus la continuité, mais aujourd'hui, on est dans un nouveau départ. Et que des gens qui n'auraient pas pu gagner, les gens de l'Union fédérale qui n'auraient pas pu gagner la mairie de Cotonou, sont aujourd'hui en position de force. Et qu'ils soient de ce gouvernement aujourd'hui. Donc, il sait qu'il perd les frais. Vous avez vu que c'est dans les députés RB, on dit que qu'ils soutiennent le président Talon. Donc, vous voyez qu'il y a déjà et les yeux doux d'un côté. Mais Issou, si je veux vous ramener en fait sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, que la Rêve-Vive n'a pas connu les engins lourds qui sont venus déguerpir. Est-ce que, puisqu'on a suivi le préfet Modeste Obla qui disait tantôt un jour que même dans l'opération, ils sont dans l'optique ou dans la vision de sauver les investissements. Est-ce qu'il ne s'agit pas de sauver des investissements à la Rêve-Vive? Tout à fait, si c'est de sauver les investissements. Vous avez vu, on met quoi dans l'investissement? Même si je maquillais un petit kiosque, c'est un investissement comparativement à ma vie sociale. Vous avez vu l'église, je ne veux pas de préciser à des gens, vous avez vu l'église des Assemblées de Dieu. C'est une belle bâtisse. Vous avez vu comment on a nettoyé les oreilles. Et pourquoi nous a-t-on refusé que le domaine de l'ambassade de France, qu'on ne devait pas casser? Non. Là, je ne sais pas si Jean-Claude Kouakou peut l'expliquer, si je peux vous l'expliquer. Le domaine de l'ambassade de France, c'est en quelque sorte une mesure de sécurité en fait. C'est une mesure de sécurité ou bien Jean-Claude Kouakou? Non, le seul argument qu'on a avancé, le seul argument qui a été avancé et qui a un peu désamorcé mon inquiétude, c'est qu'on disait qu'ils n'ont jamais empêché les piétons de prendre par là, c'est tout. Oui, c'est vrai, il y a une issue aux piétons, mais c'est fait pour interdire en fait aux véhicules de garer et c'est une mesure sécuritaire, Jean-Claude Kouakou. Bon, c'est un terrain sur lequel il est difficile de s'aventurer. C'est d'abord, je dirais, un État dans un État, tout simplement parce que c'est une représentation d'un État. Oui. Il se fait que les balises qui sont posées pour ceindre la clôture de l'ambassade de France sécurisent, qu'on le veuille ou non, le domaine pour ne pas permettre aux gens de stationner. Et la représentation diplomatique assure elle-même leur propre sécurité. À partir de ce moment-là, ce qui est érigé n'est pas pour occuper systématiquement l'espace, parce que personne ne s'installe là. D'autres vous diront, pour évoquer des textes de loi, ils vont vous parler de la Convention de Vienne. Je n'en sais pas grand-chose. Mais ce que nous observons, c'est que des balises ont été posées pour mesures de sécurité et ne sont pas occupées directement. Il y a une portion congrue à côté des balises qui permet aux citoyens piétons
de pouvoir circuler. Non, mais il reste pour tout le périmètre, parce que de l'autre côté, dans le sens du port, oui, qui reste là, c'est un jardin qui est là, mais ça a été, et là on a posé les balises. Mais je voudrais vous poser cette question. J'ai une inquiétude que je vais vous demander, entre l'ambassade de France et la présidence de la République dans notre pays ici, laquelle est plus importante pour être sécurisée, parce que vous allez voir que c'est dans le même sens et côte à côte, mais on n'a pas sécurisé, on n'a pas posé des balises tout autour de la présidence de la République. Non, je vais vous relever en disant que la présidente de la République est dans son propre pays. D'accord? Et il se fait que nous avons des moyens humains pour assurer notre propre sécurité. Lorsque vous prenez tout ce qui est alentour du palais de la présidence, c'est gardé par des hommes en uniforme. Mais à l'étranger, une représentation diplomatique ne peut pas assurer sa propriété avec des moyens humains de cette façon-là. Sinon, il faut craindre un affrontement peut-être. Une mutinerie. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pourquoi ce qui est dissuasif, pour ne pas permettre aux citoyens simples de pouvoir s'installer aussi facilement, c'est de délimiter la zone pour dire ici, là, on ne peut pas l'exploiter. Alors, Jean-Claude Kouagou, nous sommes... Et je crois que c'est ce qui a été fait. Alors, ça permet de ne pas garer. Ça permet à des gens qui tombent en panne dans les environs du CCF, non, Institut français aujourd'hui, de l'Institut français ou bien de l'ambassade de France, d'aller un peu plus au-delà pour stationner. Oui, juste une petite... par rapport à ce sujet de conflit, moi, je voudrais inviter les deux parties à s'entendre. Parce que quand on les deux parties cherchent le développement des citoyens, donc qu'ils s'accordent les violons et que les populations jouissent du bon développement dont ils pensent pour nous. Alors, nous allons changer de sujet. Nous allons parler actuellement des réformes dans l'enseignement supérieur. Nous avons vu le directeur général de l'enseignement supérieur, des enseignements supérieurs, qui est à l'épreuve des universités privées qui enseignent en pharmacie et en médecine, Jean-Claude Kouagou. Et nous avons aussi l'annonce de la nationalisation de la licence professionnelle. Alors, quel regard faites-vous sur les nouvelles réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur? De façon générale, les réformes ne sont jamais mauvaises. Mais c'est la manière dont on les introduit, on les conduit, qui est peut-être à des moments donnés déplorable. Pour ce qui est de la licence professionnelle, moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça fait un doublon. Pourquoi? Parce que, pour ce que je connais, les établissements privés d'enseignement supérieur ont été d'abord autorisés. Et pour être autorisé, il y a des critères. Lorsque vous justifiez l'ensemble des critères pour être autorisé, cela veut dire que vous remplissez un certain nombre de normes. Mais les écoles du secondaire aussi ont des autorisations. Le débat porte sur quoi? Sur l'enseignement supérieur ou bien sur l'enseignement... sur l'enseignement supérieur, mais quand vous parlez des autorisations des écoles... Je mène un développement. Ok, allez-y. Et je dis, le premier niveau, c'est l'autorisation. Et pour être autorisé, il faut justifier un certain nombre de critères. Que l'État édicte d'ailleurs. Lorsque vous remplissez ces critères-là, l'État vous évalue. Il y a beaucoup de missions qui inspectent les établissements supérieurs, les établissements privés d'enseignement supérieur. Deuxième chose, les programmes sont validés avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur. Troisième chose, l'État béninois est co-signataire des diplômes de l'enseignement supérieur du secteur privé. À partir de ce moment, je ne sais pas pourquoi on veut introduire une nouvelle réforme pour demander des examens nationaux. Mais cela dit, si on estime qu'à un moment donné, les évaluations, les inspections ont révélé des dysfonctionnements, c'est-à-dire des cas de tricherie des établissements privés d'enseignement supérieur vis-à-vis des procédures pour délivrer les diplômes, l'État est dans son rôle de pouvoir introduire de nouvelles réformes. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer?
est-ce qu'il faut, à un autre moment, lorsqu'on finit d'évaluer, je prends le niveau licence, est-ce qu'on va soutenir, les candidats vont soutenir leur licence dans l'établissement et que le diplôme ne soit pas reconnu? Ou bien comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'on va passer d'abord, est-ce que les candidats vont passer d'abord les examens nationaux et que ce soit au terme qu'ils soient déclarés que c'est en ce moment-là qu'ils vont soutenir leur mémoire de licence? Ou bien est-ce que les examens nationaux éliminent les soutenances? Ce sont des points d'interrogation sur lesquels on n'est pas encore suffisamment élucidé. Deuxièmement, est-ce qu'à l'avenir, lorsque je prends le niveau peut-être de master, est-ce à dire que en organisant les examens nationaux, on se passe de la soutenance, ou bien les notes, c'est-à-dire la réussite à l'examen national pour le master, donne quitus pour soutenir? Point d'interrogation. Nous ne sommes pas encore suffisamment élucidés sur ces interrogations-là. Alors, Aurélien Aïssou, alors, la nationalisation de l'examen d'un examen de licence professionnelle en République. Je dois souligner quelque chose, si vous me permettez. Oui. C'est que, suivant certaines explications des autorités en charge de l'enseignement supérieur, il a été dit que même les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent ne pas présenter de candidats aux examens nationaux. Mais il reste que lorsque il y aura des concours d'entrée dans la fonction publique, que les citoyens titulaires de diplômes d'établissements privés d'enseignement supérieur qui n'ont pas pris part aux examens nationaux ne peuvent pas être candidats aux examens, aux concours nationaux d'entrée dans la fonction publique, quand bien même ils sont titulaires de ces diplômes-là et qu'ils ont la qualification. Je dis là, on est en train de violer indirectement la Constitution. Oui. Et je voudrais, pour finir, dire que, à partir de ce moment-là, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que on ne comprend pas que dans le même État, où des diplômes, parce que lorsque je quitte l'enseignement supérieur, il y a une infinité d'établissements privés d'enseignement primaire, d'enseignement secondaire, qui présentent des candidats aux examens nationaux. C'est peut-être le parallélisme qu'on veut nous faire, puisque lorsque vous prenez les établissements privés d'enseignement primaire, ils ne se délivrent pas leur CEP. Ils présentent les candidats aux examens nationaux. À l'enseignement secondaire privé, ils présentent les candidats au BEPC et au bac de l'examen national. Est-ce que c'est ça qu'on veut amener dans l'enseignement supérieur? Si c'est cela, est-ce que l'enseignement supérieur privé doit encore organiser des soutenances à l'interne? Ce sont des points d'interrogation. Ce sont des points d'interrogation. Merci Jean-Claude Kouago et Aïssou, avec vous pour finir. Alors, comment adhérez-vous à cette idéologie de pouvoir nationaliser une licence professionnelle au Bénin? Moi, je voudrais me demander si c'est le prolongement du système LMD par rapport à cela. Est-ce que bien l'État, le Bénin n'est plus dans cette ligne de système LMD? Ce que vient d'expliquer Kouago, je vais aussi expliquer, ça dit, soit vous faites votre formation normale, vous finissez votre cursus de licence dans votre établissement, vous faites votre licence, vous faites soutenant tout. Mais dès que vous voulez postuler à un concours ou bien à un recrutement étatique qui demande le niveau de licence, vous devez préalablement avoir obtenu le diplôme national de licence. Donc, c'est la nuance qu'il y a à ce niveau. Maintenant, pourquoi c'est le même État qui homologue ce qu'on enseigne dans les enseignements supérieurs à qui ils ont donné d'autorisation? Pourquoi préalable n'avait-on pas exigé cela et c'est les candidats qu'on veut souffrir, ou bien c'est juste pour réduire la masse de diplômés qu'on a à la fin de chaque année? Belle interrogation. C'est sur cette interrogation de mon confrère Aurélien Aïssou que je mets un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain avec d'autres confrères. Bon week-end.